Bonjour, alors nous voici pour le 5e volet sur les processus cognitifs et nous allons aujourd'hui parler du raisonnement. Alors, commençons par une petite perspective historique. Il y a eu en fait 4 étapes successives en fait, on va dire courant de pensée. La première chose c'est l'empirisme. L'empirisme en fait c'est de dire que tout part de l'expérience par l'association et l'habitude. C'est une première vision de voir par rapport au raisonnement. Il y a l'innéisme, c'est de dire en fait que nous avons des structures innées et notre raisonnement est issu de ces structures innées. Après, on a une vision constructiviste qui vient de Piaget, qui va nous expliquer que les structures intellectuelles, elles ont une genèse propre. On va parler d'ontogénèse cognitive et elles ont leur propre naissance et leur propre évolution. Et on verra ensuite que cette structure intellectuelle, où on peut imaginer que de 0 à 6 mois, de 6 mois à 3 ans, de 3 ans à 5 ans, on a des stacks successifs. En réalité, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Et la première théorie, la première critique en fait qui va critiquer ça, c'est le fait de dire que les développements sont non linéaires. Non linéaires, c'est-à-dire qu'il y a une remise en cause du modèle en escalier. Au lieu d'avoir un modèle en escalier où vous allez monter, vous allez avoir à un moment une partie en fait, une émergence, puis à un autre moment une émergence sans qu'il y ait forcément une construction en escalier avec certaines fois des régressions. C'est-à-dire que l'élève n'est pas toujours en train de monter, mais il y a des moments où il régresse pour pouvoir passer au stade suivant. Pour aborder en fait le raisonnement, on peut ne l'aborder qu'à l'aune en fait on va dire de l'émotion. Et ces émotions se retranscrivent selon 2 biais cognitifs qui sont importants dans le raisonnement, plus spécifiquement, qui sont premièrement le biais d'appariement et de croyance. Alors le biais d'appariement, en fait, c'est un Nobel de médecine en 1972 qui l'a mis en évidence, qui nous dit une chose simple, si on vous dit de ne pas penser à un éléphant, je vous dis de ne pas penser à un éléphant, et immédiatement, on va construire une image mentale de l'éléphant. Donc le fait de dire, même s'il y a la présence d'une négation, on focalise automatiquement l'attention sur ce qui est nié. Et ça c'est très important parce que et ça a des retranscriptions sur les élèves, si on dit une erreur, l'erreur, elle est retenue, il va penser à cette erreur. Si on dit quelque chose de faux, on va faire une représentation mentale même si on ne souhaite pas garder en mémoire. Et focaliser son attention dessus. Et donc, être logique dans ce cas-là, la retranscription logique de ce biais d'appariement, ça serait d'aller à l'encontre de la perception des éléments cités. C'est-à-dire à inhiber le biais d'appariement. C'est-à-dire que si effectivement on ne doit pas parler d'un éléphant, on ne doit pas penser à un éléphant, effectivement que notre cerveau soit capable de couper cette image qui va apparaître automatiquement. Deuxièmement, le biais de croyance. Donc le biais de croyance, c'est une erreur de raisonnement où nos connaissances générales sur le monde court-circuitent la logique. Et ça, c'est très vrai dans certains syllogismes. Donc le biais, c'est quoi? C'est qu'on a une stratégie sémantique de crédibilité, puis une stratégie logique qui la rend valide. Je m'explique. Je prends ici un petit syllogisme. Je dis « toutes les roses sont des fleurs ». À partir de là, ça c'est vrai. Deuxièmement, certaines fleurs fanent vite. C'est également vrai. Et là, je vous pose la question, certaines roses fanent vite. La question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans l'absolu, effectivement, certaines roses fanent vite. Effectivement, c'est crédible. C'est-à-dire que cette proposition-là rend crédible parce que vous savez que effectivement, certaines roses fanent vite. Or, est-ce qu'elle est valide d'un point de vue du raisonnement? Non. Parce que si certaines fanent vite, ça ne veut pas dire que toutes les roses fanent vite. Ou certaines roses fanent vite. On ne sait pas. Ça se trouve, aucune rose ne fane vite. Et donc, à partir de là, vous ne vous êtes pas basé sur ici les prémices, mais vous vous êtes basé sur ce que vous pensez être crédible. Et ça, on appelle ça le biais de croyance. Et donc, il fait intervenir à la fois la mémoire. Effectivement, vous allez avoir une mémoire, en l'occurrence ici pour les roses, que certaines roses peuvent faner vite.
Et vous allez mettre en relation, lorsque vous allez évaluer cette proposition, vous allez la considérer comme vraie, pas au sens logique, mais au sens de la crédibilité. Donc, Olivier Houdet, qui est l'un des théoriciens qui a élaboré une théorie du raisonnement post-piagéenne, nous développe en fait deux systèmes qui sont en interaction, qui sont à l'œuvre lorsqu'il y a raisonnement. Premièrement, c'est le système heuristique, c'est-à-dire on va définir ça comme la pensée automatique et intuitive. Et celles-ci, comme on a vu dans les premières vidéos, elles sont liées aux marqueurs somatiques. C'est-à-dire que vous avez en fait des idées qui sont activées en mémoire associative. Et ces mémoires ne sont pas simplement que des mémoires sur des concepts, c'est aussi des mémoires sur des émotions, sur ce que vous ressentez. C'est des mémoires sur des états du corps qui vont vous faire effectivement dire très facilement qui vont associer très facilement cet état du corps avec cette idée-là. Et ce qui est fort, c'est que le fait que c'est lié à ces marqueurs somatiques, il y a une sensation d'aisance cognitive, d'illusion de la vérité. C'est qu'en gros, c'est quelque chose qui vient tout seul, qu'on ne serait pas expliqué, mais qu'on croit juste. Et ça a certains sentiments agréables parce que justement, on est pas dans la réflexion en tant que telle, on est dans une forme de croyance, ou en tout cas quelque chose qui, pour nous semble clair et intuitif. Et effectivement, par rapport aux marqueurs somatiques, il y a une espèce de cohérence émotionnelle. C'est qu'en gros, on va se construire comme ça émotionnellement par rapport au concept, certaines idées, certaines représentations qui paraîtront intuitives, qui paraîtront logiques et qui vont nous servir dans 95% des cas. Et dernier état qui fait plus rapport à l'économie, entre autres, c'est qu'on a une réaction plus forte aux pertes qu'aux gains. C'est qu'en gros, la lecture, nos émotions par rapport à nos gains et à nos pertes ne vont pas être les mêmes. Effectivement, on a une aversion aux pertes qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est le système heuristique, c'est le système lié aux marqueurs somatiques de Damasio, en fait, qui va ici nous guider. Et ce schéma fait effectivement, il y a un aller-retour entre l'attention et la perception, c'est qu'en gros, vous allez faire attention à ce qui génère chez vous de l'émotion. Donc l'attention va se focaliser le plus vers là où ça lui donne de sens d'un point de vue des émotions, et il va l'évaluer à cette aune-là, et faire référence aux idées en mémoire, aux émotions stockées en mémoire, aux états du corps, qui vont faire qu'effectivement, vous allez pouvoir très intuitivement, très facilement, très rapidement en fait, c'est de l'ordre de 100 millisecondes, vous allez pouvoir avoir une réponse. Or, il y a un deuxième système qui s'appelle le système algorithmique, qui est une pensée réfléchie, qui est logico-mathématique. Et ça, c'est une stratégie qui est lente et coûteuse d'un point de vue cognitif. C'est quelque chose dont on peut avoir la mise en place de l'ordre de 300 millisecondes à 500 millisecondes. Et ça nécessite un contrôle intentionnel. Donc un exercice attentionnel particulier et des compétences déductives qu'il faut entraîner. Donc là, on a quelque chose qui est très rapide, qui est de l'ordre de moins de 100 millisecondes. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus lent. Or, en fait, lorsque ça va arriver dans un état de conscience, lorsque vous avez conscience de la réponse, si vous n'avez pas un système d'inhibition qui vous permet d'avoir cette réponse automatiquement, vous allez avoir celle-ci qui va apparaître. Parce que ce système d'inhibition n'a pas fonctionné. Parce qu'il est très rapide, parce qu'il est très fort. Si ici la flèche est très grande d'un point de vue neuronal, qu'il y a une espèce d'autoroute en fait qui fait qu'effectivement cette pensée automatique elle gagne très souvent, et en fait ce système algorithmique ne pourra pas s'exprimer. Et on retrouve les mêmes systèmes cognitifs qui sont à l'œuvre. Donc pour mettre par rapport à ce que je vous disais précédemment, je vous rappelle dans la vidéo précédente on a parlé du système exécutif. Et ce système exécutif, il y avait la flexibilité mentale, la mise à jour d'informations et le système d'inhibition. Et le système d'inhibition il est central dans le raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre de laisser s'exprimer ce système algorithmique et pas ce système heuristique. En effet, dans le système heuristique, nos préférences elles sont dépendantes du cadrage plutôt qu'en prise en la réalité. Et en fait, il y a suivant la manière dont on va présenter les choses, c'est-à-dire que si je vous dis il y a 95% de chances que vous ayez de survivre ou il y a 5% de chances que vous ayez à mourir,
le fait de parler d'un côté de vie et de parler de mort, en fait, vous n'allez pas avoir la même perception en fait, de cette probabilité. Pourquoi? Parce que c'est lié à vos émotions, ce cadrage-là. Et donc là, c'est justement cette substitution émotionnelle qui va faire que votre perception, votre décision ne sera pas la même si je vous parle de vie ou si je vous parle de mort. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc là, en fait, souvent, cette substitution émotionnelle, elle amène une réponse facile. C'est le j'aime, le j'aime ou le je déteste. Une espèce de réponse simple et binaire à des problèmes qui peuvent être compliqués et qu'on a très rapidement. D'où ce côté de bien-être en fait, parce que les émotions nous dictent en fait, ça j'aime pas, sans avoir derrière de raisonnement à proprement parler. Et donc vous avez le système d'inhibition qui va donner conscience du fait que de dire tiens, effectivement, j'ai peut-être changé de direction, je suis en train peut-être de faire une erreur de raisonnement. Donc il faut que l'élève se pose la question de se dire la réponse que j'ai donnée, est-ce que c'est le fruit d'une réflexion, d'une analyse et d'un raisonnement, est-ce que c'est le fait en fait de mon intuition? Et prendre conscience et de réfléchir sur sa tâche et de ses propres erreurs, c'est le début en fait d'un entraînement au système d'inhibition. Et ce qui est très important à retenir dans le cas de nos élèves, c'est qu'un adulte peut se tromper dans une tâche logique tout en étant potentiellement logique. Et c'est ça qui est frappant. Donc en cas de raisonnement logique, c'est la capacité frontale, donc du cortex préfrontal, d'inhibition d'un circuit anatomique qui fait défaut. Donc c'est cette partie-là qui fait que automatiquement on va prendre le système heuristique et pas ce système algorithmique. Et donc là, la solution consiste à apprendre à utiliser des circuits indirects. On va parler de vicariance cognitive, c'est-à-dire qu'on doit développer des zones du cerveau qui ne sont pas dédiées initialement à ça, mais qui vont être dédiées justement à ces fonctions exécutives d'inhibition. Et donc quand quelqu'un fait une erreur, c'est pas pour autant qu'il n'a pas le raisonnement. C'est juste qu'il n'a pas laissé le raisonnement s'exprimer. Et c'est très important après lorsqu'on veut savoir le pourquoi d'une erreur. Est-ce que c'est une erreur purement de logique, de déduction, ou est-ce que c'est une erreur d'inhibition? Donc, la première question, nous, en tant que possiblement enseignants, c'est de comment on entraînait l'inhibition. Parce qu'en fait, en gros, les erreurs de raisonnement ne sont pas exclusivement basées sur des problèmes de logique. Et le contrôle exécutif peut être défaillant. Donc pour ça, il y a plusieurs implications pratiques. Il y a l'entraînement à l'inhibition. Et là, cet entraînement à l'inhibition, il ne faut pas l'avoir comme quelque chose d'uniquement contextuel. Ça peut être hors du contexte et dans un contexte. Le principal, c'est d'arriver, c'est cette inhibition. Il faut le lier à certains contextes, dans une certaine mesure, mais c'est un système à part entière à développer, tout comme la logique. La logique, vous la développez dans différentes disciplines, dans différents contextes. C'est la même chose pour le système d'inhibition. Ensuite, il y a l'entraînement à la correction des biais de croyance et de perception. Donc, lorsqu'on fait des erreurs sur certains raisonnements, formuler les questions, réfléchir sur quel type de réponse il a été donné et savoir quel biais en fait a été activé. Et mettre un questionnement permettant de dissocier logique et raisonnement. Le raisonnement, c'est quelque chose de global qui fait intervenir les deux logiques émotionnelles et purement logiques. Et la logique, c'est de dire je vais éliminer tout ce qui est possiblement va faire parler mes émotions pour parler juste de la séquence de déduction, qui est encore autre chose. Et on pourrait identifier, est-ce que c'est un problème d'inhibition, est-ce que c'est un problème de pur raisonnement déductif. Et là, effectivement, ça fait intervenir la perception et l'attention. Et là, il y a une confrontation dans l'évaluation et la mémoire, dans le système attentionnel, surtout dans ce triangle-là, pour savoir en fait où est-ce que l'attention doit se porter. Et mon système d'évaluation, est-ce que je vais laisser parler mes émotions ou plutôt ma logique. Et ça ne va pas activer les mêmes aires en mémoire. Dernière chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la différence entre raisonner et résoudre. Raisonner, on a une situation d'application, on applique des concepts appropriés et on a une démarche qui rend explicite le raisonnement. C'est très important en fait d'avoir une démarche quand on applique quelque chose qui rend explicite le raisonnement pour bien avoir toutes les étapes. Ensuite, une fois que ces situations d'application sont consolidées, on passe à une situation de validation qui permet de justifier, de vérifier un résultat. Donc là, on va prendre une position, on va essayer d'avoir un regard critique,
On va essayer de convaincre. Donc on va essayer vraiment de donner du lien, pas simplement d'appliquer la déduction, le raisonnement, mais lui donner du sens. Et après, il y a la résolution qui est plus compliquée parce qu'en fait, on n'a pas de consigne sur la démarche en tant que telle et sur les savoirs. C'est à nous, justement, de faire nos propres questionnements pour la mise en place de différentes stratégies. Et donc, vous voyez bien qu'entre raisonner et résoudre, là, c'est une partie très guidée qui nous permet de savoir à quel moment, si c'est l'inhibition ou est-ce que c'est la logique qui fait défaut. Et ici, de savoir, là, ça fait intervenir beaucoup plus de démarches attentionnelles et d'évaluation parce qu'il est laissé à lui-même. Donc cette démarche d'inhibition, elle sera même plus guidée. Et donc là, le nombre d'erreurs pourra être beaucoup plus important. Donc la remédiation ici doit être beaucoup plus forte pour permettre d'identifier à quel moment, dans la résolution, il y a eu effectivement un problème. Donc voilà pour la première partie sur le raisonnement.